Bonjour à vous tous. On se retrouve pour une autre séance du cours de microbiologie générale du tronc commun de la FST de l'Université Qadiriyat de Marrakech. La partie que nous allons traiter aujourd'hui concerne la génétique bactérienne. Et tout d'abord, je vais vous présenter le plan de cette partie. Euh, donc, le plan donc, de cette partie. Et nous allons voir d'abord rappeler, donc il y a des choses qu'on va rappeler que vous connaissez déjà, il y a des choses qui sont nouvelles. Donc on va rappeler d'abord ce que c'est que le matériel génétique et après nous allons voir donc les changements génétiques à l'intérieur de la cellule. Ça va être essentiellement, ça va toucher les mutations et les mutants. On va voir les taux de mutation, les types de mutations, les effets des mutations et les corrections des mutations. Après, nous allons voir donc des mutations qui ne sont pas spontanées, qui sont provoquées donc soit par des transposons, soit par des agents mutagènes. Et après, nous allons donc parler de la recombinaison génétique qui est très importante donc pour l'intégration donc d'éléments génétiques à l'intérieur du chromosome ou de l'ADN en général. Et puis à la fin, donc vraiment la partie la plus importante, on verra les transferts génétiques, c'est-à-dire que donc ça va être du matériel génétique reçu de l'extérieur de la cellule, à savoir donc la transformation, la transduction et la conjugaison. Alors voilà donc les différentes parties que nous allons traiter. Alors pour ce cours, donc on va commencer par définir ce que c'est que le matériel génétique chez les bactéries. Alors, matériel génétique chez les bactéries. Alors, il y a deux grands types donc de matériel génétique qu'on trouve chez les bactéries. D'abord, il y a les chromosomes. Généralement, il y a un seul chromosome. Et il y a les plasmides. On peut avoir les plasmides, un ou plusieurs plasmides. Alors, le chromosome, donc, il porte donc essentiellement donc, donc, les gènes codant pour le fonctionnement essentiel de la cellule et de l'activité bactérienne, alors que le plasmide, il constitue une structure indépendante. Donc, c'est une structure indépendante donc du chromosome et qui peut porter aussi certains gènes. Nous allons voir quelques exemples après. Donc, pour le chromosome, donc, c'est le matériel génétique principal de la cellule bactérienne. C'est vraiment le qui constitue le plus important. Il peut donc contenir de 1 million à 4,5 millions de bases azotées. Juste pour vous donner une idée, donc le génome humain, il comporte donc beaucoup plus que cela, pratiquement 100 fois plus. Et ça donne donc environ 800 à 4300. Donc ça code pour 800 à 4300 gènes. Alors le chromosome, donc chez les bactéries, il peut présenter des structures différentes. Il peut donc présenter des formes différentes. Les formes les plus connues, c'est donc on rencontre le plus, c'est bien sûr la forme circulaire. Donc c'est un ADN donc double brun. Donc circulaire, il peut être donc circulaire. Il peut être aussi donc linéaire. Et il peut être donc on peut trouver aussi donc de l'ADN
super enroulé. Voilà. Donc une structure qui est super enroulée. Donc voilà pour le chromosome. Alors pour les plasmides, on peut avoir un ou plusieurs. Sont généralement sous forme circulaire, donc là en majorité donc sous forme circulaire, et ils comportent à peu près donc de 1000 à 200 000 bases azotées. Ce qui est intéressant pas avec les plasmides, c'est que donc les bactéries peuvent perdre ou acquérir les plasmides. Donc, ce qui fait qu'ils sont très variables. Donc, on peut, soit donc la bactérie peut les perdre, on peut. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur les plasmides, c'est qu'ils sont capables de s'autorépliquer eux-mêmes. Donc, ils sont capables de s'autorépliquer. C'est-à-dire que donc ils sont capables de faire donc de la réplication donc eux-mêmes, donc indépendamment du chromosome. Et en général, leur présence est avantageuse, d'accord? Leur présence est avantageuse. Pour vous dire que, donc, un exemple, pour vous donner un exemple, la plupart des résistances aux antibiotiques sont portées sur les plasmides. Donc, ce qui fait que du coup, c'est vraiment intéressant. Donc, si on schématise une cellule bactérienne, si on schématise donc une cellule bactérienne, et donc on schématise aussi donc l'ADN ici en bleu, le chromosome principal en bleu, on peut avoir plusieurs plasmides. Donc, ce que j'ai mis en vert, ce sont les plasmides. Et ce que j'ai mis en bleu, c'est le chromosome principal de la cellule. Et donc, ces deux éléments vont être très importants pour le fonctionnement de la cellule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à savoir, donc, dépendant donc des gènes qui sont portés sur ces plasmides, et nous allons voir qu'il y a quelques cas donc, de gènes qui sont importants, même pour le transfert génétique. Alors, donc le matériel génétique donc, chez les bactéries, c'est formé donc essentiellement donc, de l'ADN double brun. Voilà donc pour ces deux structures donc, de matériel génétique, à savoir donc, le chromosome pardon, et les plasmides, qui sont tous les deux formés de la même structure, donc c'est de l'ADN double brun. Et donc ces deux structures peuvent être donc sujets de transformation, de modification
Et ce que nous allons voir en premier, ce sont les modifications à l'intérieur, donc c'est-à-dire que donc à l'intérieur de la cellule, sans qu'il y ait donc de matériel de l'extérieur. Et donc c'est essentiellement les mutations et les mutants. Mutations et mutants. Alors, je pense que vous avez déjà appris ce que c'est que les mutations. Donc, les mutations, c'est un changement donc stable et héréditaire qui apparaît. Donc, c'est un changement stable et héréditaire qui apparaît donc sur l'ADN. La mutation spontanée donc est un phénomène qui est très rare. Mais il peut toucher n'importe quel gène. On reparlera tout à l'heure donc de la fréquence donc des mutations spontanées. Donc mutation spontanée, c'est-à-dire que donc en fait c'est un changement qui a lieu sans qu'il y ait donc spontané, ça veut dire qu'on n'a pas forcément l'intervention donc d'un facteur externe. Donc, normalement, il y a des erreurs qui peuvent, donc, quand on fait de la réplication, il y a des erreurs qui donc, apparaissent. Les enzymes peuvent faire des erreurs au niveau donc, de la réplication de l'ADN. Et c'est ce qui fait que donc, on a apparition de ces mutations spontanées. Donc, ce sont des mutations spontanées donc, qui sont aléatoires, c'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître sur n'importe quel gène, à n'importe quel moment et donc à n'importe quelle location. Quelle localisation donc sur l'ADN. Alors, les mutations peuvent être soit visibles, c'est-à-dire que donc on a un changement de phénotype. Par exemple, il y a modification au niveau du gène, par exemple, des couleurs des yeux, au lieu que ce soit des yeux noirs, donc c'est des yeux bleus, c'est possible. Ou alors, on a des mutations qui sont silencieuses, donc le phénotype ne change pas. Donc, le phénotype ne change pas, c'est-à-dire que donc on n'a pas de modification. Alors, les individus donc, qui résultent de mutations, on les appelle donc les mutants. Donc, ils résultent de donc, des mutations. C'est l'individu donc qui résulte de la mutation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je pense que si vous continuez donc, dans votre formation en biologie, vous allez voir que donc, les mutants sont très utilisés, surtout donc, en biologie moléculaire et donc, pour les luttes contre les maladies, pour la production d'antibiotiques, etc. Donc, c'est une notion qui est très importante et qui a été utilisée énormément dans les études donc, et pour avancer la science, pas simplement au niveau des bactéries, mais même pour donc, ce qu'on a utilisé après pour les êtres, donc les eucaryotes, en particulier même pour les humains. Et parmi ces mutants, il y a des mutants qui sont très importants. C'est les mutants auxotrophes. Qui sont des mutants nutritionnels. Alors, mutants auxotrophes, donc rappelez-vous, on a vu donc, au tout début de ce cours, donc on avait vu les types trophiques et la nutrition. Et on a vu donc qu'en fait, les organismes peuvent être prototrophes, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire la synthèse de tous leurs besoins nutritifs avec une seule molécule, ou ils sont auxotrophes, ils ont besoin de plus d'une molécule. Et ce qui est intéressant donc pour les mutants auxotrophes, ce sont donc des mutants qui exigent la présence
de molécules autres que la source de carbone principale. Alors, l'exemple le plus simple, donc, par exemple, on a un mutant cystéine négatif, généralement on note ça cystéine négatif. Ça veut dire que en fait, c'est un mutant pour lequel il faut la présence de la cystéine dans le milieu. Donc, par exemple, si vous mettez un milieu pour donc un micro-organisme qui est cystéine négatif, en plus du glucose qui est la principale source de carbone, il faut mettre de la cystéine parce que ce micro-organisme ne peut pas faire la synthèse de cet acide aminé. Donc, il faut le lui mettre dans le milieu. Alors, les mutants donc auxotrophes sont très importants. Et donc, on peut donc donc produire généralement les mutants en général. Donc, pour les mutants auxotrophes, alors les mutants, on peut soit les isoler par sélection, soit par criblage. Alors, par sélection, c'est facile. Donc, on peut prendre, par exemple, l'exemple d'un mutant résistant à la pénicilline. Donc, pour cela, c'est très simple. On peut prendre donc un tube qui contient donc un mélange de bactéries ici. Et on va le mettre dans un milieu, donc sur une boîte de pétri. Et ce milieu va contenir plus la pénicilline. Et on peut faire le même milieu, mais sans pénicilline. Donc, et si on étale sur chacun de ces milieux, donc sur le milieu qui ne contient pas de la pénicilline, c'est clair, donc nous allons trouver un nombre important des colonies. Là, bon, on peut peut-être même schématiser avec des petits ronds. Et sur le milieu qui contient la pénicilline, là, par contre, nous allons voir quelques colonies. Donc, et ce sont des colonies qui sont donc colonies de mutants qui sont résistants à la pénicilline. Alors ça, c'est la mutation donc par sélection. Donc on sélectionne le micro-organisme sur un milieu qui contient donc dans ce cas-là l'antibiotique, donc ce qui fait que toutes les bactéries qui sont sensibles ne vont pas pousser. Alors pour le criblage, donc pour le criblage,
il est surtout utilisé pour les mutants auxotrophes. Alors, criblage, ça veut dire en fait, bon, vous savez ce que c'est qu'un crible? Ça veut dire qu'un tamis. Donc, on sait, c'est pas vraiment une sélection, mais disons que c'est une séparation. Alors, si on repart donc de la même manière, donc d'un tube qui contient donc des cellules bactériennes, et on va prendre ce tube et on va le mettre donc on va mettre ce tube donc on va étaler donc sur une boîte de pétri, et je vais donc juste schématiser quelques colonies. On va prendre par exemple 9 colonies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ce milieu-là, c'est un milieu qu'on appelle un milieu donc minimum. C'est le milieu donc révisé, donc la première partie. C'est un milieu qui contient une seule source de carbone. Une seule source de carbone organique. Et par contre, supposons qu'on veut par exemple isoler, donc on va prendre comme exemple donc on va prendre comme exemple un mutant cystéine moins. Alors là, on va faire un milieu. C'est un milieu qui contient le milieu donc minimum plus cystéine. D'accord? Et dans ce milieu-là, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le premier. C'est-à-dire qu'on va prendre la colonie 1 ici, la colonie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va donc incuber ces boîtes. On va incuber ces boîtes et on va regarder les résultats. On va donc regarder les résultats au niveau de chacune de ces boîtes. Et voilà ce qu'on constate. On constate ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, on n'a pas 6, on a 7, on a 8, on a 9, on a 10, on a 11 et on a 12. Donc si je reprends un peu pour vous permettre donc de voir de la même manière, voilà. 7, pardon. Voilà. Et on regarde l'autre boîte et on constate que donc on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8, on a 9, on a 10, on a 11 et on a 12. Donc ici, on a toutes les colonies. Toutes les colonies. Et ici,
la colonie 7 n'a pas poussé. La colonie 6, pardon, n'a pas poussé. Donc, ça veut dire quoi? C'est un milieu qui ne contient pas d'acystéine. Ça veut dire que cette colonie 6, elle ne se développe. La colonie numéro 6 ne se développe qu'en présence de cystéine dans le milieu. Donc, cette colonie, la colonie 6, est un auxotrophe cystéine moins. Alors, je vous ai indiqué ça donc très facilement, mais on peut en fait faire la méthode, on peut donc on peut donc faire des sortes de tampons et on peut donc copier ce qu'il y a sur une boîte, sur cette boîte-là, sur plusieurs boîtes, par exemple un milieu qui contient la cystéine, un milieu qui contient l'alaline, etc. Et ça permettra donc d'isoler ou de cribler, si vous voulez, d'identifier l'oxotrope pour l'acide aminé donné. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé donc de mutations spontanées. Alors, ces mutations spontanées sont assez rares. Donc, je l'ai dit auparavant. Généralement, on considère que c'est entre 10-4 jusqu'à 10-8. 10-4 jusqu'à 10-8. Donc, ça, c'est le taux. Ça veut dire qu'on a une cellule sur 10 à la puissance 8 qui risque donc d'avoir donc la mutation pour un gène donné. Donc, pour un gène donné. Ça veut dire que si on a 10 puissance 8 cellules, donc on a une chance, une seule cellule qui est qui risque d'avoir donc un mutant sur les 10 puissance 8. D'accord? Alors, pour la donc il y a plusieurs types de mutations. Je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Il y a des mutations par substitution, des mutations par insertion, des mutations par délétion. Alors, si je prends l'exemple donc du codon de la méthionine, alors j'ai pris la méthionine parce qu'elle a essentiellement un seul codon. D'autres antibiotiques ont plusieurs codons. Donc, le codon de la méthionine, c'est TTC, thymine, cytosine. Non, pardon, c'est donc TAC. Donc, c'est thymine, adénine, cytosine. Et si, par exemple, je substitue, donc je change le A en T, je vais avoir TTC. Et TTC, c'est le codon pour la lysine. De la même manière, si je reprends donc pour l'insertion, on va avoir un peu plus d'espace.
Donc, toujours le TAC qui est donc la méthionine. Et par contre, là, je vais avoir une insertion. Et supposons que j'ai une insertion donc de C ici, de cytosine. Donc, si je prends la fin de ce codon, ça va être ACC. Et ce ACC, c'est le tryptophane. C'est le codon pour le tryptophane. Donc, en fait, la séquence va changer donc de la méthionine au tryptophane. On va prendre donc le cas d'une délétion. Donc, si je prends TAC, par exemple, une délétion donc de T, et là, ça va donner donc un autre acide aminé. Donc, si j'enlève le T, ça va donc donner un autre acide aminé. Ça dépend donc de ce qu'il y avait avant le T. Donc, un autre acide aminé. Donc, pour la délétion. Donc, parce que donc, les enzymes, ils lisent les bases azotées dans l'ordre. Donc, ce qui fait, s'il y a une délétion, ça va changer la séquence. Et donc, du coup, ça va changer l'acide aminé. Il risque donc de changer l'acide aminé qui était donc supposé apparaître dans la séquence avant le changement. Alors, pas toutes les mutations aboutissent au changement donc d'acide aminé. Donc, on peut voir les effets les plus importants des mutations. Donc, celle qu'on vient de voir, l'exemple qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le faux sens. Ça veut dire que donc on a changé donc le codon modifié aboutit donc correspond à un autre acide aminé. C'est ce que je viens donc de schématiser dans les 3 exemples auparavant. Par contre, on a aussi un effet qu'on appelle non-sens. Un non-sens. Et là, le codon modifié ne correspond à aucun acide aminé. Et généralement, il y a arrêt de la réplication. Donc, ça va arrêter la réplication. Donc, c'est un codon stop. Parce que donc, il ne va pas être interprété comme un acide aminé. Troisième, c'est donc effet, c'est donc une mutation silencieuse. Je l'ai dit auparavant. Le codon qui est modifié donc correspond toujours au même acide aminé. Je vous ai dit donc que certains acides aminés, ça vous le savez, ils ont plusieurs codons. Donc, si en fait le changement aboutit à un autre codon, mais qui correspond toujours au même acide aminé, on appelle ça une mutation silencieuse. Alors maintenant, on arrive donc on va parler jusqu'à maintenant, on a parlé des mutations spontanées. On va parler des mutations induites. Et les mutations induites, donc on va voir 2 exemples. Il y en a plusieurs, mais on va voir 2 exemples. Les mutations par transposon.
Il faut savoir que les transposons sont des sections d'ADN qui sont mobiles à l'intérieur du chromosome. En fait, ils bougent. Donc, si on fait un schéma, si je prends donc l'ADN et je schématise donc un transposon, on va mettre une petite voiture ici, parce qu'il est mobile. Et on a par exemple ici un gène, donc la partie de l'ADN qui code pour un gène donné. Alors, si donc ça c'est ce que j'ai mis en vert, c'est le transposon. On va supposer que donc ce transposon va bouger et il va casser un peu la séquence de ce gène. Donc, toujours notre transposon. Et là, en fait, donc notre gène, il a été donc segmenté en 2 morceaux. Et là, on risque donc d'avoir, bien sûr, des mutations, donc, puisque la séquence a été changée. Donc, changement de la séquence de base azotée pour le gène. Et donc, ce qui fait qu'on a une mutation possible. Alors, on peut aussi donc utiliser donc des agents mutagènes. Des agents mutagènes. Alors, les agents mutagènes, il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs. On va les classer donc en agents chimiques. L'acide nitreux, par exemple. Le bromo-uracile. Il y en a d'autres. Les agents physiques. La chaleur. Les UV. Les rayons X. Les rayons gamma. Donc, les rayons généralement ionisants sont des agents physiques donc qui peuvent faire apparaître les mutations. Et en fait, la plupart de ces molécules peuvent être cancérigènes. Il faut savoir que donc, même s'il n'y a pas donc une mutation peut provoquer un cancer aussi. Donc, même une mutation spontanée peut provoquer un cancer. Et là, en fait, les agents mutagènes, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent le taux de mutation. Donc, ils augmentent la chance d'avoir des mutations. Donc, ils augmentent donc la chance d'avoir les mutations. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ça provoque des mutations. Il faut savoir que, donc, normalement, comment ça se fait-il que donc, nous, les bactéries aussi peuvent subir l'ultraviolet, mais bon, il y a quand même pas toujours, donc on ne voit pas des bactéries qui deviennent, qui changent tout le temps, d'accord? C'est parce qu'il y a donc des corrections de mutation, il y a des systèmes de correction des mutations.
Des fois, ça se fait de la même manière, c'est-à-dire que donc on a par exemple une substitution, et puis pour la prochaine réplication, on resubstitue avec la même molécule qu'on avait auparavant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réversion. Donc retour à la structure initiale. Par exemple, tout à l'heure, je vous avais donné la méthionine, donc qui se transforme en lysine. Si on a une mutation donc sur la lysine, donc le changement donc de base, si on regarde ça donc ici, donc si cette base donc revient, donc la thymine revient à l'adénine, donc cela, ça fait une réversion, donc ça fait donc on va revenir à la séquence qu'on avait auparavant, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un acide aminé qui est là la méthionine. Et donc ça c'est simplement la réversion, ça peut être une mutation spontanée qui remet en fait la même, donc c'est la mutation sur le même endroit, ce qui fait que donc ça revient à ce qu'on avait auparavant. Mais sinon, les bactéries ont aussi un système de réparation, des dommages de l'ADN. En fait, il y a des enzymes qui ont l'information donc sur la structure de l'ADN. Donc, même quand il y a des erreurs, elles interviennent pour les corriger. Et un des systèmes peut-être les plus simples que je pourrais vous donner, c'est l'exemple. Donc, c'est le système de réparation donc à la lumière visible. Ce qu'on appelle donc le système SOS. On peut prendre donc des bactéries sur une boîte. Et on les expose aux ultraviolets. On va mettre ça en rouge peut-être pour donc ultraviolet. Donc du coup, si je reschématise, donc il y aura quelques cellules qui ne vont pas changer, mais il y a quelques cellules que je mettrai en rouge qui ont été endommagées, donc endommagées, sur lesquelles il y a peut-être des mutations, et ça peut aller jusqu'à la mortalité. Alors, si on met cette boîte à la lumière visible, c'est-à-dire la lumière donc, que nous avons tous, la lumière du soleil, on constate que en fait, il y a une réparation il peut ne pas être parfaite. Donc, réparation, au moins partielle. Elle peut être totale, mais elle sera au moins partielle. Donc, si vous ne mettez pas cette boîte, donc si vous mettez cette boîte à l'obscurité, en fait, vous aurez toujours donc les colonies bleues. Et par contre, les colonies, donc, c'est soit qu'ils ne sont pas développés, soit on a des mutants. Donc, vous aurez toujours des mutants et quelques cellules mortes. Cellules mortes.
Donc ça, c'est des systèmes donc, qui permettent la réparation. C'est important de savoir que donc, même si on a un effet, il y a aussi des enzymes qui sont capables de réparer les mutations. D'accord? Alors, on arrive donc à... On va parler un petit peu donc de ce qu'on appelle la recombinaison génétique. La recombinaison, pardon. Donc, recombinaison génétique. En fait, la recombinaison génétique, c'est lorsqu'on a donc cassure, par exemple, d'une partie de l'ADN. L'ADN peut donc se recombiner. Pour qu'il se recombine, donc la recombinaison nécessite des fragments homologues. Donc il faut qu'ils soient compatibles, d'accord? Des fragments homologues. Alors l'exemple peut-être que vous connaissez le plus, c'est l'exemple donc que vous avez vu sur les chromosomes. C'est les crossing over, donc un exemple, même si c'est peut-être pas tout à fait donc crossing over au niveau d'un chromosome. Alors, on a donc deux ADN. Et on va supposer donc que au niveau de ces deux ADN, on a rapprochement. On a rapprochement entre des parties, donc, pardon, c'est pas cette couleur. Voilà. Donc, rapprochement donc, de ces parties-là au niveau donc, du chromosome. Alors après, on garde toujours donc, la partie blanche. Et ce qui va se passer, c'est que donc, lors de la séparation, lorsque ça va se séparer, ça va se séparer de cette manière. Donc, ça va se séparer donc de telle manière qu'il y ait ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, ce qui fait que on a donc, on va avoir donc un morceau de chromosome qui commence en vert et qui continue en orange. Et de la même manière, donc pour l'orange, pour celui d'en bas, on a toujours le rouge. Donc, il va commencer en orange, mais il va avoir aussi donc, le fragment du vert. Donc, ce qui fait que donc, on arrive à avoir un échange, on a une recombinaison, donc un réarrangement si vous préférez, un réarrangement de la séquence au niveau du crossing over.
Crossing over, c'est-à-dire là où il y a un croisement. Et donc, c'est un exemple, mais la recombinaison, elle peut avoir lieu donc quand on a donc deux morceaux qui sont homologues, dès qu'ils rentrent en contact, ils peuvent fusionner et donc ils forment une nouvelle séquence. Il faut simplement qu'ils soient homologues. Donc on arrive au transfert génétique et donc ici on va parler donc des transferts de matériel génétique à partir du milieu externe à la cellule. Il y a trois grands groupes de transferts génétiques qu'on va voir, à savoir donc la transformation, donc c'est de l'ADN libre externe. On va voir la transduction. Donc c'est de l'ADN, mais cette fois-ci qui était intégré, qui est intégré à l'ADN des virus, d'un virus. Et finalement, on va voir la conjugaison, qui est donc de l'ADN d'une cellule bactérienne directement transférée à une autre cellule. On va voir chacun donc de ces différents transferts en détail. Nous allons commencer par la transformation. Donc pour la transformation, c'est donc le transfert d'un fragment d'ADN externe à la cellule et qui va donc pénétrer dans la cellule. Donc on peut schématiser ça de cette manière-là. Prends donc une cellule avec son ADN double brun, avec même peut-être un plasmide. Donc, et par contre, on a de l'ADN ici, donc des morceaux d'ADN, de l'ADN qui est donc libre des fragments. Et ces fragments vont pénétrer dans la cellule. Et il va donc s'intégrer à toujours schématiser ça. Et en plus, donc, on va voir donc, le fragment qui était rouge, donc qu'on a mis donc en rouge en haut, qui est donc le fragment est intégré au chromosome. Et il est donc soit exprimé, soit non exprimé. Donc, en tout cas, il y a donc intégration de ce fragment. Alors, on va donner un exemple. Donc, vous avez certainement donc vu peut-être auparavant, c'est l'expérience de Griffith. En fait, Griffith, donc, il a travaillé sur les souris auxquelles il a injecté donc des bactéries
saines, c'est-à-dire non traitées, et d'autres traitées à la chaleur. Bon, la première chose qu'il faut peut-être sur laquelle il faudrait peut-être revenir, hein, c'est d'abord les bactéries. Donc, si on prend donc des bactéries saines et des bactéries traitées à la chaleur. Donc, ici, on a des cellules bactériennes. On va mettre en rouge leur ADN. À l'intérieur donc de chacune de ces cellules, il y a de l'ADN. Et lorsqu'ils sont traités à la chaleur, en fait, on a simplement donc lyse des cellules. Donc les cellules ne sont plus vraiment donc quand on traite à la chaleur. Donc ici, l'ADN est intracellulaire. Ici, l'ADN se forme de fragments. En fait, il n'y a pratiquement plus de cellules, pas de cellules vivantes. D'accord? En fait, donc il avait deux types de bactéries. Donc deux types de bactéries qui forment des colonies en fait différentes, des colonies S et des colonies R. En fait, S et R, ça veut dire smooth et rough. Donc c'est des bactéries lisses ou bien des bactéries, donc des colonies qui sont rugueuses. Alors les bactéries lisses, en fait, ils ont des capsules. Et les bactéries rugueuses n'ont pas de capsules. Je vous rappelle que donc si je schématise un petit peu très rapidement, donc si je schématise par exemple des bactéries ici, c'est la même chose. Sauf que donc les bactéries qui sont lisses, elles ont en plus donc une couche supplémentaire qui est une capsule. Ils sont encapsulés. Et celles-là, elles sont virulentes. C'est elles qui provoquent la mort des souris. Celles-là ne provoquent pas la mort. Donc après, ce qu'il a fait, donc, c'est il a pris donc des souris, schématise un petit peu des souris. Là. Donc, si il injecte aux souris donc des bactéries R qui n'ont pas de capsule, les souris survivent. Si, par contre, il injecte donc des bactéries S,
donc il y a mort des souris. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il injecte des bactéries S, donc qui ont été traitées à la chaleur, donc en fait les cellules sont mortes. On a aussi mort des souris. Donc un mélange donc des cellules traitées et des cellules S. Donc on a les deux, des cellules traitées et des cellules S. Des cellules R, pardon. Donc des cellules R. Donc normalement, c'est des cellules qui ne provoquent pas la mort. Donc en principe, si c'était simplement donc, les bactéries R, elles ne provoquent pas la mort comme on l'a vu ici. Donc ce qui s'est passé ici, c'est tout simplement, donc on a des bactéries R, donc sans capsule. On va mettre donc le fragment un peu donc, de l'ADN. Ça, c'est un fragment d'ADN des souches S, donc des souches qui ont des capsules. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ces bactéries, donc, ont intégré les morceaux. Donc, c'est de l'ADN, normalement, des souches S. Et donc, en fait, ces bactéries-là qui étaient normalement des souches R, elles deviennent des souches S. En fait, ils vont former des capsules. Elles forment donc des capsules. Donc, le fait d'avoir intégré de l'ADN, donc des colonies S, le fait donc d'intégrer de l'ADN des colonies S leur a permis de changer en colonie. Donc, le fait d'intégrer d'intégrer de l'ADN S dans les cellules R leur a permis donc de changer donc de changer et en particulier ils deviennent virulentes et encapsulées. Et en fait, ces propriétés viennent de l'intégration de l'ADN, de fragments d'ADN. Donc les fragments d'ADN des souches, de la souche donc S, des souches S. Et ça, donc, ça a prouvé que, donc, d'abord que c'est le matériel génétique, donc c'est l'ADN qui détermine les structures. Je pense que vous vous rappelez de ça. Donc,
ce que vous avez vu certainement en terminale. Et en plus, il vous permet donc de voir que donc, il y a, donc les bactéries sont capables d'intégrer donc l'ADN externe. Alors, pas toutes les cellules, donc pas toutes les cellules sont capables de prendre et intégrer l'ADN externe. Seules les cellules qu'on dit compétentes compétentes, ça veut dire qu'elles sont capables d'accepter et d'intégrer donc l'ADN. Alors, les cellules compétentes, ce sont donc des cellules qui peuvent réaliser donc la transformation. Cellules pouvant réaliser la transformation. Voilà donc pour la transformation, donc, où on a donc un échange entre des fragments libres d'ADN et donc des cellules bactériennes qui ont la capacité donc de le faire entrer et de l'intégrer. Alors, l'autre type donc qu'on va voir, l'autre type de transfert qu'on va voir, c'est la transduction. Alors, la transduction, c'est donc donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est le transfert d'ADN bactérien appartenant à une cellule différente par l'intermédiaire d'un virus. Par l'intermédiaire d'un virus. Alors, avant qu'on fasse les schémas donc, pour que vous puissiez comprendre la transduction, on va d'abord rappeler le cycle et ça nous permettra aussi de voir donc, donc l'attaque virale. On va voir comment on peut former, donc comment est-ce que l'ADN des bactéries peut s'intégrer dans celui des virus. Donc, on va d'abord voir donc, la lyse et la lysogénie virale. Alors, si on schématise donc une cellule, on va mettre donc son ADN en bleu et on va prendre donc des virus et on va leur mettre donc leur ADN en vert. Donc, lorsque les virus qui sont capables d'attaquer donc, une cellule bactérienne, donc pour les bactéries, les virus qui attaquent les bactéries, donc ce sont des bactériophages. Ce sont donc les virus des bactéries. On reviendra là-dessus lorsqu'on verra donc, l'introduction à la virologie. Donc, un virus va s'attacher à donc toujours la cellule avec son ADN. Donc, on reprend notre virus. Et donc, ce virus va faire rentrer donc son ADN, de l'ADN viral. En bleu, j'ai mis de l'ADN bactérien. Alors, lorsque donc ce morceau d'ADN rentre, on a
va avoir donc toujours de l'ADN cellulaire. Et on va voir donc cet ADN qui va se multiplier. Il va se multiplier et il va créer aussi donc les structures nécessaires, donc en particulier la capside et donc les protéines, tout ce dont il a besoin. Et à la suite de ça, on a lyse de la cellule. Lyse de la cellule. Et donc, on va avoir des morceaux, on va avoir des virus. Je vais les schématiser un peu plus grand parce que je voudrais vous montrer quelque chose pour... je vais schématiser un qui est très grand ici. Donc, les virus, bien sûr, ils ont leur ADN, mais le fait que l'ADN de la cellule va se dégrader, donc ADN bactérien dégradé, certaines particules virales, pas toutes les bactéries virales, mais certaines bactéries virales, en particulier celle que j'ai schématisée ici. Donc, on a donc une particule virale ou un virus qui a, en plus de son ADN, un fragment d'ADN bactérien. Donc ça, c'est le cycle de lyse. Alors, pour donc simplifier, on va appeler ça cellule A. Cellule A, toujours cellule A. Cellule A ou espèce A si vous préférez, donc cellule A. Maintenant, cette particule virale que j'ai schématisée, donc cette particule virale que j'ai schématisée tout à l'heure, qui a donc son ADN viral, mais en plus, elle a donc de l'ADN qui est bactérien. Donc, pardon. Donc, ça, c'est un morceau d'ADN bactérienne de la cellule A. Alors, on va supposer que cette particule virale, il va trouver une autre cellule B. C'est une cellule B. On va schématiser son ADN donc avec une couleur orange ou bien peut-être jaune. Donc, une couleur jaune, voilà. Et donc, le virus va attaquer cette cellule. Donc, on rappelle que donc, ce virus, il a donc son ADN et un morceau de l'ADN. Donc, de la même manière, on peut avoir donc cette cellule, le virus va donc rentrer dans la cellule. Il y a toujours son ADN. Donc, notre virus donc, qui a fait rentrer son ADN, toujours avec un morceau d'ADN. Et cet ADN va s'intégrer au chromosome de la cellule, donc toujours la cellule B, cellule B, cellule B. On va schématiser donc un peu plus grand l'ADN, le chromosome donc, de la cellule B, mais en plus, il va avoir maintenant de l'ADN viral et de l'ADN
donc que j'ai mis en bleu, c'est de l'ADN qui normalement appartenait à la cellule A. Donc il vient d'acquérir donc la cellule B. Donc la cellule B a acquis de l'ADN bactérien qui appartenait à la cellule A. Et donc ce morceau d'ADN peut en fait donc exprimer un gène particulier, par exemple une résistance, par exemple une sensibilité aux antibiotiques, une sensibilité aux antibiotiques, donc la formation d'une capsule, la formation donc etc. Donc ça peut être n'importe quel gène. Et en fait, lorsque donc la cellule intègre l'ADN du virus, on dit que cette cellule, elle est lysogène. Lysogène. Donc en fait, vous avez vu que ce n'est pas une cellule qui est lysée, mais c'est une cellule qui, donc, une fois qu'elle est formée, elle garde donc l'ADN donc viral à l'intérieur. Mais comme cet ADN portait de l'ADN donc d'une autre cellule, on a donc un transfert de ce morceau d'ADN. En fait, ce que je viens de schématiser donc dans le dernier schéma, c'est en fait ce qu'on appelle la transduction généralisée. La transduction généralisée. Alors pourquoi on l'appelle généralisée? C'est parce que en fait le fragment qui est intégré, ici, il est aléatoire. En fait, il peut s'agir de n'importe quel fragment d'ADN, puisque donc tout simplement, il faut simplement que donc quand on a vu sur la recombinaison, il faut simplement qu'il y ait un peu d'homologie, donc il faut qu'il soit homologue à l'ADN du virus et il va donc s'attacher à l'ADN du virus. Alors, une fois qu'on a une cellule qui est donc, on a une cellule qui est lysogène. Donc là, c'est B par exemple. Donc ce qu'on a donc schématisé comme B. Donc je la reprends. Donc je la reprends. Donc je vous rappelle que donc elle a son propre ADN qu'on a mis en jaune. Elle a de l'ADN viral et en plus elle a de l'ADN bactérien. Donc de l'ADN bactérien qui appartenait à la cellule A. Là, c'est la cellule B. Et donc, ce que j'ai là en bleu, c'est de l'ADN de la cellule A. Alors, si par la suite, donc on a cette cellule, on a activation donc du virus. Et ça peut avoir lieu donc par des phénomènes donc par des effets donc de facteurs physiques ou de facteurs chimiques ou ça peut être aussi des facteurs biologiques. En tout cas, il y a donc le virus qui était à peu près dormant, il va devenir actif. Donc,
Et on a donc de l'ADN viral. Mais cette fois-ci, cet ADN viral, il va emporter une petite pièce, pas n'importe laquelle, celle qui est juste à proximité de là où il était attaché. En fait, c'est ce que j'ai schématisé ici, ce sont cette zone qui est juste à côté de ce virus. D'accord? Il va donc se multiplier, hein, et en fait, à la différence de tout à l'heure, en fait, lorsqu'on analyse tous les virus maintenant, pas simplement un seul, mais tous les virus, toutes les particules virales, toutes ces particules virales, ils vont bien sûr avoir l'ADN viral, mais elles ont toutes un morceau de l'ADN. Donc un morceau de l'ADN de la cellule B. Donc en fait, on a donc le virus porte un morceau d'ADN spécifique donc de l'espèce ou de la cellule B et qui est donc spécifique. C'est le morceau qui était juste à côté de là, donc c'est le morceau avoisinant donc l'ADN du virus. L'ADN du virus au niveau du chromosome. Et en fait, bon, ces virus-là, donc que je viens de schématiser, je le mets un peu plus grand, qui portent toujours donc leur ADN, donc en vert l'ADN viral, et en jaune c'est l'ADN de la cellule B. Lorsqu'il rencontre n'importe quelle cellule, donc il va transférer, à la fois son ADN, pardon, et l'ADN, donc le morceau d'ADN qui est attaché, le morceau qui était avoisinant donc de l'ADN du virus. Et ça, c'est donc la transduction spécialisée. Donc spécialisée, c'est parce que la zone, par rapport à tout à l'heure, donc la zone qui est transférée, elle est bien spécifique, elle est bien localisée, elle est bien spécifique. D'accord? Bon, donc on vient de voir la transduction donc généralisée et la transduction spécialisée. Et là, ce que je voudrais vous poser comme question, quelles sont les différences entre les deux en termes donc de mécanismes et en termes de conséquences pour le transfert. Donc réfléchissez à cette question, c'est important donc et on pourra en discuter après. D'accord? Donc si maintenant on continue avec le dernier type de transfert qu'on va voir, c'est la conjugaison. Alors la conjugaison, c'est le schéma que je vous avais donc montré au tout début du cours. Donc c'est un peu le schéma qu'on a vu donc au tout début du cours. Je peux vous le remettre.
Voilà, c'est celui-là. Donc ici, en fait, on a deux cellules bactériennes. Donc, on a deux cellules bactériennes. Une, donc, au niveau de laquelle il y a un élément qui est rouge. On va revenir pour le définir, c'est le facteur F. Et en fait, ce facteur, c'est celui qui va permettre le transfert. Et on voit que cette cellule, donc ici, va transférer son ADN dans l'autre cellule. Donc la conjugaison, c'est en fait donc le transfert donc directement donc de l'ADN entre bactéries directement. Donc on va voir que donc ça se fait à travers, comme vous venez de voir dans le schéma, ça se fait donc à travers les pili, mais on va donc discuter ça avec plus de détails. Donc la conjugaison, c'est le transfert d'ADN entre deux cellules bactériennes directement avec une cellule donatrice, en quelque sorte une cellule mâle si vous préférez, donc généralement donc, il y a des fois où on appelle ça mâle, et une cellule réceptrice. D'accord? Et là aussi, pour la conjugaison, il y a plusieurs types de conjugaison. Et donc, le premier type qu'on va voir, c'est la conjugaison donc avec les cellules F+. Donc, conjugaison avec les cellules F+. Alors, si je fais un schéma donc d'une cellule, je schématise donc son ADN et puis je schématise donc la présence d'un plasmide. Et ce plasmide va porter, donc il va porter un fragment donc, qui est donc le facteur F. Ce que j'ai mis en rouge, c'est donc le facteur F. C'est un fragment d'ADN qui donne la capacité de transférer de l'ADN à une autre cellule. Alors, généralement, ces cellules, ils ont donc des pili. Et surtout un grand pili qu'on appelle le pili sexuel. Et ce pili sexuel, il va en fait servir comme un tube. Donc, il va être donc un tube ou un cylindre. Donc, si je prends une cellule ici, donc il y a les pili. Et puis ce pili sexuel, donc qui va faire une sorte de cylindre creux, il va s'attacher à une autre cellule. Donc, dans le cas, donc, la cellule qui a donc, le facteur F, on l'appelle une cellule F+. Et donc, cette cellule, elle a donc son chromosome principal et il a donc le plasmide sur lequel il y a donc le plasmide. Et en fait, ce plasmide va avoir donc
le facteur F. Et en fait, ce facteur F va passer donc, il va passer donc de la cellule F plus à la cellule F moins. À la cellule F moins, je vais schématiser donc qu'elle, elle a toujours donc son chromosome. Elle peut avoir aussi des plasmides, mais donc pour simplifier le schéma. Donc une fois qu'on a ce transfert, on va se retrouver. Donc le résultat, c'est on va avoir deux cellules avec la cellule qui était F+, et qui va donc toujours rester F+. Donc, elle est F+, et elle restera toujours F+. Et l'autre cellule, qui était normalement F-, là, elle va acquérir donc le plasmide avec le facteur F. Et elle va devenir, elle aussi, F+. Donc là, on a transfert entre deux cellules. Et donc, lorsque le facteur F, qui est donc le fragment d'ADN responsable donc, du transfert entre deux cellules bactériennes, lorsqu'il est sur un plasmide, il y a un transfert donc, et on obtient deux cellules F+. Et bien sûr, ces deux cellules, elles peuvent là aussi transférer leur plasmide à d'autres cellules bactériennes. D'accord? Donc, il est important de pouvoir donc comprendre un peu tout d'abord que donc le transfert il se fait par donc une sorte de pont qui est donc le pili sexuel. Et donc, du coup, ça va donner, donc, on a transfert de plasmide et on a donc deux cellules F+. Alors, dans certains cas, le facteur F est intégré au chromosome principal. Donc, il n'est plus sur le plasmide, mais il est, donc là tout à l'heure, ce que j'ai schématisé ici, donc en vert, c'est en fait un plasmide. Donc, de la même manière ici, le plasmide. Donc, ici, on a donc intégration donc, du facteur F au chromosome. Et dans ce cas-là, on parle de cellules. On parle de cellules HFR. Alors, HFR, ça vient de High Frequency. Ou bien haute fréquence. D'accord? Donc, une cellule HFR, une cellule donc avec haute fréquence de transfert, c'est parce que tout simplement, on a ici transfert de l'ADN du chromosome. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que donc il y a eu transfert de l'ADN donc du plasmide. C'était donc essentiellement de l'ADN de plasmide. Ici, on a transfert donc de l'ADN du chromosome. Alors, on peut donc faire de la même manière un schéma, et en fait, le schéma que j'ai montré au tout début du cours, en fait, c'est un HFR. Donc, si je prends un HFR, donc là aussi, je mets des pili, et je vais mettre donc un pili sexuel. Je vais l'agrandir, peut-être pas aussi grand que ce que je l'ai fait.
Et donc, on a ici une cellule qui va recevoir, ça c'est la cellule donatrice, ça c'est la cellule réceptrice. Si donc je schématise de l'ADN, donc si je schématise de l'ADN, donc là ce que j'ai dit c'est que donc on a un ADN, pardon, on garde les mêmes couleurs, donc on a, je vais les schématiser un peu plus grand, l'ADN et le facteur F cette fois-ci. Le facteur F est intégré à l'ADN. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que donc, dans ce cas-là, on a donc passage du chromosome mais cette fois-ci, on a passage donc d'abord des gènes qui sont les plus proches. En fait, tout à l'heure, on avait vu que donc, le facteur F est complètement transféré. Ici, le facteur F n'est pas complètement transféré. Donc, une grande partie de ce facteur F, si ce n'est pas la totalité, donc elle est transférée à la fin. Donc, dans le temps, ce qui va se passer, donc, c'est, si je reschématise donc ici, donc l'ADN le chromosome donc, de cette cellule, et elle va commencer à avoir donc le chromosome, donc une copie du chromosome de la cellule donatrice. Donc en fait, en quelque sorte, on va avoir pratiquement une cellule qui est presque diploïde. En tout cas, donc il y a transfert donc en plus du chromosome qu'elle a, elle va commencer à recevoir un autre chromosome. Et en fait, donc la quantité d'ADN transféré dépend du temps de contact entre les deux cellules. Donc ça, c'est une cellule HFR. Et donc, plus on laisse, plus le temps est long. Est long, plus il y a plus d'ADN de la donatrice qui est transféré à la cellule réceptrice. Alors attention, c'est pratiquement très rare, c'est pratiquement exceptionnel. Donc le facteur F n'est presque jamais transféré. Il n'est pratiquement presque jamais transféré. Parce que donc, généralement, il faut un temps très long et c'est pas possible parce que donc, très souvent, les cellules, elles bougent, elles bougent et donc, en fait, ça casse un peu le pont donc, qui permet le transfert et donc, ce qui fait que très souvent, on a donc, on a simplement donc, un peu d'ADN qui est transféré. Mais ça dépend donc du temps de contact. Théoriquement,
il y a possibilité de transfert de tout le chromosome de la cellule donatrice. Ce qui n'arrive jamais, mais en principe, c'est possible. Et cette technique, avant la biologie moléculaire, avant le développement, en fait, le développement, le développement donc de la biologie moléculaire, avant donc le développement de la biologie moléculaire, on a utilisé la conjugaison avec les cellules HFR pour déterminer la séquence des gènes d'un chromosome. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met donc des cellules en contact. Pour cela, on met les cellules en contact et on les sépare à des temps différents. Donc, la séparation, c'est simplement par agitation mécanique. Donc, les cellules vont se séparer. On évalue les caractères transférés. Par exemple, et on peut exprimer ça par le temps. Par exemple, après, donc, à 1 seconde, on a, par exemple, résistance à la pénicilline. Après, par exemple, 2 secondes, on a, c'est simplement des exemples, on a, par exemple, la capacité d'utiliser la capacité de générer la cystéine. Donc, en principe, c'est une bactérie qui n'a pas besoin donc qu'on lui synthétise la cystéine, etc. Et en fait, ça, on établit ce qu'on appelle, c'est comme ça, donc, comme ça, quand on établissait ce qu'on appelle la carte génétique. Et en fait, ça a été fait pour Escherichia coli, la carte génétique du chromosome. Et ça a été fait par cette technique pour certaines souches d'Escherichia coli. Alors aujourd'hui, on ne fait plus pratiquement ça. Aujourd'hui, donc, on peut regarder, on peut isoler les séquences, on peut multiplier les séquences donc, de l'ADN et donc on peut étudier ces séquences. Et aujourd'hui, il y a des banques qui permettent donc de déterminer pour chaque séquence quel est le gène qu'elle porte. Mais en principe, donc, c'est tout à fait possible. Alors, si je schématise ça, donc, pour vous permettre un petit peu donc, de peut-être voir ça un petit peu sous forme schématisée. Donc, bon, toujours donc le facteur F. Et puis, donc, la partie qui est transférée. Et là, donc, par exemple, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, pardon, donc j'ai mis les minutes, etc. Ça peut être en minutes, bon, peu importe, donc, etc. Et en fait, chaque fois, on regarde
Donc, n'oublions pas que donc, cette cellule, elle avait elle-même son propre chromosome. Donc, ici, on a donc le chromosome de la donatrice. Et donc, on peut, en fait, donc après, simplement, donc, on peut savoir que donc, après le facteur F, on a la séquence donc, des gènes qui suivent. Et ça permet donc d'établir ce qu'on appelle une carte génétique des gènes, donc une carte génétique du chromosome, donc, qui permet donc d'identifier la séquence donc, des gènes sur un chromosome. Voilà ce que je voulais donc vous raconter, donc, en tout cas dans le programme de cette année pour la génétique bactérienne. C'est une génétique qui est très importante parce qu'elle est la base avec la génétique mendélienne, donc elle est la base un petit peu de la génétique moderne. Euh, donc c'est important de comprendre un peu tous donc, ces aspects qu'on a vus, que ce soit donc la mutation et tout ce qui touche à la mutation, et les mutants, donc surtout les mutants auxotrophes, et les différents types de transferts, parce que donc c'est des transferts qui ont été utilisés pour étudier déjà un certain nombre de phénomènes, pour des fois donc développer aussi des souches pour faire des transferts de gènes bien spécifiques, etc. Bon, aujourd'hui, donc il y a des techniques qui les remplacent, mais c'est important de comprendre un peu ces techniques. Voilà, merci.